Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. Alors je dis nouveau, mais c'est pas tout à fait vrai. Il s'agit d'une rediffusion pour l'été, pour ce mois d'août où j'ai décidé de prendre quelques congés. Alors je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Éric Bouvet que vous avez pu entendre dans le podcast en mars de cette année. Bonjour Éric, Bonjour. tu vas bien? Pas trop Oui, chaud? je suis à la montagne. Ah, Je grimpe les sommets. De temps en temps en vélo pour moi, pour le sport. Et puis sinon avec mes 25 kilos, quand il faut que je prenne de quoi dormir pour continuer ce sujet sur la montagne qui est d'actualité puisque je suis autour du Mont Blanc et j'emporte chambre grand format. Donc c'est du sport. voilà, j'allais le dire, j'imaginais bien que dans les 25 kilos, il y avait une chambre. Quand est-ce qu'on verra tout ce travail sur la montagne? Eh bien, il y a une projection de livres pour à peu près cette période-là pour l'année prochaine. Ok. Et puis sinon, c'est toujours pareil. Ceux qui me suivent sur Instagram et Facebook, je poste régulièrement. Alors, tant que je suis sur place, je mets que de la couleur numérique, voire de temps en temps à l'iPhone. Et quand je suis assez courageux, j'emporte aussi le X-Pro 3 de chez Fuji. Mais sinon, pour ce qui est des noirs et blancs, ça, il faut attendre parce qu'il faut que je les développe, il faut que je les scanne. Enfin voilà, euh, c'est pas tout de suite. D'accord. Alors tout à l'heure, je vais rediffuser ton épisode. Je voulais juste qu'on revienne un petit peu dessus parce que c'est un épisode qui, enfin moi déjà, j'étais très content de te retrouver en grand fan que j'étais. Et c'est un épisode un peu particulier parce qu'il y a une phrase qui, quand tu l'as prononcée à l'époque, n'avait pas trop, enfin elle avait du sens, mais pas autant que maintenant. Tu avais dit, je sais pas si tu t'en souviens, que normalement, si tout se passe bien en Europe, on ne devrait pas revivre de grandes guerres. Et malheureusement, tu t'es trompé. Et tu es parti quelques jours après avoir enregistré en Ukraine. On va pas parler de l'Ukraine, t'en parles sur tes réseaux, il y a encore, il y a pas mal de choses qui sont sur le net. Mais par contre, tu as profité de ton séjour là-bas comment dire, pour produire, on va dire, un nouveau format. C'est les sonoramas et ça colle bien avec le podcast. Donc, je voulais juste que tu me dises deux mots sur les sonoramas. Alors, oui, je me suis trompé pour la guerre en Europe. Alors, on peut jouer sur les deux tableaux. Sur l'Europe géographique, soit, puisque logiquement l'Europe géographique s'arrête à l'Oural, donc c'est plus loin. Mais pour ce qui est de l'Europe économique, de l'Europe politique, non. Mais en tout cas, oui, oui. C'est sûr qu'on n'imaginait pas, et moi le premier, connaissant un petit peu l'Ukraine et connaissant la taille de Kiev, je savais que c'était imprenable. Le pays est immense, même si l'armée russe est un rouleau compresseur, mais la preuve que ça s'est pas passé aussi rapidement et aussi facilement que les Russes l'avaient imaginé. Donc, pour moi, en faisant, oui, bien sûr, je me suis trompé. Je pensais pas Poutine capable de ça, mais je me suis pas tant trompé que ça dans mes, pardon, je cherche le mot, dans mes prévisions parce que c'est compliqué. Il avance pas, il s'est coincé, il a pris le sud, oui, il a pris le Donbass, mais que faire maintenant? Et puis surtout, c'est que je m'imaginais mal de ce qui pourrait se passer. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je suis désolé de dire ça comme ça, mais c'est la merde. C'est la merde pour tout le monde. C'est la merde pour les Ukrainiens, c'est la merde pour la Russie, parce que c'est bloqué. Comment sortir de cette impasse maintenant? Ça a plus de sens là. C'est très compliqué. Donc c'est pour ça que je pensais pas qu'il pouvait y avoir une guerre. C'est que voilà où on en arrive. Eh ben, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Personne n'a de solution. Voilà. Donc maintenant, tu m'as posé la question sur le sonorama. Voilà. Et sonorama, c'est avec Amaury Mestre de la Roque, qui est un ami, qui est un personnage brillant, un ancien rédacteur en chef de magazine. Et on avait, comme quand j'avais fait Les Français, cette grande série sur les Français, que je vais continuer, qui n'est pas terminée, et qui, quand j'avais fait les portraits en grand format, j'avais enregistré leur témoignage avec un smartphone. Et donc j'avais du son.
Et il m'a dit, écoute, on peut faire ce qu'on appelle les sonoramas, je te mixte l'image et on se balade dans l'image. En même temps, il y a ce que racontent les gens. Donc ça, c'était pour les Français. Et il m'en a fait quelques-uns, ça marche super bien. Donc vous découvrirez ça quand je m'occuperai encore à nouveau des Français, puisque c'est un peu un tiroir, c'est pas fini. Et quand je suis parti en Ukraine, il m'a dit, dis donc, ça te dit pas qu'on fasse quelque chose là-dessus? Et donc, presque tout. Alors, au début, on était parti sur tous les soirs. On n'a pas pu tenir le rythme parce que c'est quand même beaucoup de travail. Moi, je travaillais toute la journée. Et lui aussi a un autre travail désormais. Et donc, le soir, quand je rentrais, ben, il fallait que je m'occupe de tout mon flux. Donc, l'editing, un petit peu de traitement parfois quand il y en avait besoin. Et je lui envoyais les photos. Il m'interviewait. Ensuite, il faisait le montage, je revérifiais tout. Enfin bref, on finissait à minuit au mieux, quoi. Donc, on n'a pas pu tenir la longueur tous les jours. C'était épuisant pour tout le monde. Et du coup, on s'est tenu presque à un tous les 2 jours. Et sur le deuxième voyage que j'ai fait, c'était encore plus espacé parce que moi, j'étais vraiment rincé. J'ai passé presque 2 mois en tout là-bas. Mais alors, j'ai des petits camarades qui sont restés beaucoup plus longtemps. Mais il faut faire la différence, c'est que moi, j'étais tout seul. J'avais pas, entre guillemets, euh, j'avais personne pour me dire où il fallait y aller. J'avais personne pour me donner les tuyaux. Il fallait que je me paye un chauffeur, que je me paye comment ça s'appelle, un fixeur, plus l'hôtel. Si vous voulez, en gros, c'est une journée, c'est 500 euros. Vous réfléchissez à 2 fois, quoi. Parce que quand on n'est pas pris en charge, vous imaginez les frais que ça fait à la vitesse où ça part. Donc j'ai eu la chance que mes frais, j'ai pu ne pas taper dans mon propre porte-monnaie parce que il y a des gens qui m'ont aidé. Donc au début, il y a ce documentaire qui a été tourné par Tony Comiti sur des photographes en Ukraine dont j'étais un petit peu le fil rouge. Il y a eu aussi le festival de photos de Venise, m'a aidé. Et il y a Polka qui m'a donné une pige puisqu'ils m'ont fait un beau portfolio de 14 pages avec la couverture. Et surtout, la cerise sur le gâteau, c'était en fait que grâce à ces podcasts, il y a un moment, au premier voyage, à la fin du premier voyage, je dis, écoutez, voilà, je suis désolé, je vous dis au revoir, comme Giscard en 81. Voilà. Parce que je ne peux plus tenir financièrement, donc je vais rentrer. Et dans la nuit, j'ai reçu un nombre incalculable de messages parce que je suis assez suivi sur les réseaux et les sonoramas ont encore amené encore plus de personnes assidues. Et parce qu'en fait, on s'est aperçu que, moi, je me suis aperçu que la voix, c'est très intime. Tu en sais quelque chose, n'est-ce pas? Puisque Ouais, puis on en c'est parlait le déjà dans podcast. ton épisode. Les auditeurs pourront écouter ça tout à l'heure. Voilà. Et du coup, je suis sorti de mon cadre de journaliste, pas photographiquement parlant, mais le soir quand je faisais ces interviews, et je laissais passer mes sentiments, donc c'est-à-dire ma colère, mon dépit, ma fatigue, la désespérance et l'admiration. Enfin bon, donc ça a très très bien marché. Et du coup, donc je reçois plein de messages cette fameuse nuit avant de partir. Et tout simplement, les gens voulaient m'envoyer de l'argent, quoi. C'était ce qui était assez incroyable. Et évidemment, j'ai refusé pour la bonne raison que en Ukraine, il y avait des gens qui avaient besoin d'argent, eux, pour vivre, pour s'enfuir, voilà, pour X raisons beaucoup plus vitales que la mienne, mon caprice de journaliste de vouloir travailler. Et du coup, je me suis dit, en revenant, ma femme m'a dit, écoutez, on va faire un journal, on va faire un crowdfunding comme on a fait celui de l'année dernière, le journal des 40 ans, qui était une idée de ma fille d'ailleurs. Une histoire famille. Oui, tu m'avais Et expliqué donc ça. là, du coup, nous voilà à refaire un crowdfunding en disant, voilà, je vais repartir pour faire un journal de route sur ces premiers moments de guerre, ces 2 premiers mois. Et j'ai reçu une somme évidemment énorme, ce qui m'a permis de pouvoir payer tous les frais que j'ai eu à avoir durant ce deuxième voyage. Payer évidemment l'imprimeur, l'EDA, les timbres, enfin tout ce qui s'ensuit pour voilà. Donc ça a été
une aventure assez extraordinaire grâce encore une fois à ces gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Puisque pour moi, à part Polka aujourd'hui qui m'a donc donné cette pige, ça fait des années que j'ai plus rien avec la presse et c'est quand même assez admirable que les gens me suivent autant. Je suis très surpris, c'est très touchant. Au même titre que par exemple quand les gens achètent un tirage, c'est quand même extraordinaire quand les gens vous achètent un tirage à 1000 euros, 1500 euros pour mettre chez eux. Et je trouve ça extrêmement émouvant. Ils m'achètent une photo que j'ai faite et pour mettre chez eux, à leur mur, sur leur mur. Je trouve ça quand même extraordinaire. Donc je suis toujours très attentif à tous ces gens. C'est pour ça que du coup, ça me prend beaucoup de temps sur ces histoires de réseau parce que les gens m'envoient plein de messages, donc il y a beaucoup de messages de sympathie et de questionnement aussi, parce que les gens se posent des questions sur comment on fait quand on est sur un pays en guerre et tout, donc ça prend beaucoup de temps, en général c'est 2 à 3 heures par jour, donc c'est un petit peu épuisant, il faut dire ce qui est, et puis aussi il faut gérer, bah voilà, effectivement, tous les trolls, les pro-russes, les négationnistes, les malpolis, les mal embouchés. Enfin bon, la liste est longue des négatifs, mais c'est rien. Encore une fois, j'ai plus donné d'attributs pour le négatif que pour le positif, mais bien évidemment, le positif l'emporte très largement. Hein, il faut, voilà. C'est très très, c'est très touchant. Voilà, je suis assez étonné de pouvoir trouver une autre solution telle que celle-ci pour. Je suis quand même allé travailler sur un terrain de news et alors, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais c'est le peuple directement là avec qui je suis en contact, quoi. C'est les gens. Il n'y a pas d'intermédiaire, il y a pas de directeur de rédaction qui décide quelles photos ils vont passer, politiquement quel angle ils vont prendre. Enfin bon, là, c'est du pur jus, quoi. Comme les sonoramas. Je suis en direct avec les gens. C'est vraiment, voilà. Mais c'est peut-être ce que les gens recherchent finalement maintenant, parce qu'avec tous ces mois un peu bizarres qu'on a eu avant avec le Covid, où les gens se sont méfiés des médias mainstream, entre guillemets, un photographe indépendant comme toi, c'est peut-être ce qu'ils ont envie. Ils y croient sans doute un peu plus. Moi, ce que je trouve touchant, en fait, c'est qu'après 40 ans de carrière, tu sois toujours aussi humble. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je vais pas t'embêter plus longtemps, Eric. J'ai vu sur tes réseaux que tu avais une expo à Genève en septembre et à Pau en octobre. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors je vais le dire juste après, mais pour l'humilité, et ça, franchement, encore une fois, on ne somme rien, hein, tous, on n'est que de passage sur cette terre, et encore une fois, j'insiste, j'ai dû le dire, hein, mais ce qui est important, c'est ce que l'on photographie, ce sont ces gens qu'on photographie. Tous ces gens qu'on retrouve dans le journal, là, il y a quelques photos qui vont rester pour l'histoire. Ces gens vont rester pour l'histoire. Donc, c'est important qu'on garde leur dignité, qu'on soit attentif à ces gens-là. Voilà. Bon, et du coq à l'âne. Alors, donc, sur les expos, oui, c'est dans une galerie, Art Typique Galerie à Genève, qui aura lieu le 17 septembre. Donc, c'est dans le quartier de Carouge, à Genève. J'y serai, voilà, pour signer aussi des journaux que j'ai fait sur l'Ukraine, si les gens veulent. S'ils veulent acheter les tirages, ce sera formidable. Et donc, ce sera une expo sur l'Ukraine. Alors, évidemment, on a fait des images les plus emblématiques et pas choc, hein, ça ne sert à rien. De toute façon, je ne fais pas d'images choc, mais des images plus sensibles, si je peux dire. Et rebelote, donc à Pau, ce sera mi-octobre, j'ai plus la date exacte, je communiquerai là-dessus sur mes réseaux. Oui, puis et donc là, ça sera une très grosse expo dans un centre culturel avec des grands tirages de plus d'1 mètre, ça sera pour certaines, et ça sera aussi sur l'Ukraine, voilà, avec plus de 50 photos. Donc, j'essaierai d'être là si je ne suis pas retourné en Ukraine. D'accord. Mais de toute façon, je communiquerai sur les réseaux. D'accord. Et le dernier journal sur l'Ukraine, il est encore disponible ? Oui, il m'en reste quelques centaines d'exemplaires voilà, disponibles, comme pour tout le reste, sur mon site, ericbouvet.com, et puis il y a un onglet Books, et voilà, là vous trouvez les livres, donc le journal coûte 20 €.
Donc, main à la main, 20 €, mais c'est pas toujours facile de m'attraper. Et sinon, par la poche, je crois que c'est 27, un truc comme ça. D'accord, mais je mettrai les liens vers ton site et vers tes réseaux sociaux sur les notes de l'épisode. Bah, écoute, je te Super. remercie beaucoup, Eric, d'avoir répondu à cet appel. Et les auditeurs, je vous invite à rester à l'écoute. Je vous diffuse tout de suite l'épisode avec Eric Bouvet qui avait été enregistré en mars. Au revoir tout le monde. Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. La semaine dernière, je vous présentais Mr. B, l'interviewé du jour. Alors Mr. B, on va peut-être dévoiler ton nom aujourd'hui. Qui es-tu ? Je suis Béatrice. Béatrice, enchantée Béatrice. Non, pas vraiment. Non, bah écoute, c'était facile quand même. On a donné beaucoup d'indices et nous ne sommes quand même pas si nombreux que ça à avoir 40 ans de carrière. Et voilà, donc oui, évidemment, je suis Eric Bouvet et voilà, c'est toujours un plaisir de parler dans le micro parce que la radio, alors en l'occurrence donc du podcast, mais c'est du son, donc j'assimile ça à de la radio. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir. C'est un médium qui m'intéresse énormément, après la photographie bien sûr. Mais c'est vrai que c'est très très plaisant. L'écoute est très plaisante. Je vois quand je suis invité dans des émissions, que ce soit à France Inter, France Culture et tout ça, j'y vais sans aucun stress, c'est très, très détendant. C'est du live et il n'y a pas de... On est tout de suite mis dans le confort de l'interview, c'est très agréable. On est dans un cocon en plus avec ce casque sur les oreilles. Alors que quand on passe à la télé, en général, c'est des formats assez courts, c'est très rapide, très stressant, on ne connaît pas les questions qui vont vous arriver qui vont vous être posées. Il faut faire attention à sa tenue. Voilà, on est un petit peu... parce que les premières, moi, je me suis regardé, je me suis dit, mais attends, t'es pas sur ton canapé chez toi avec le, tu vois, détendu, le dos bombé et tout. Non, il faut se tenir, quoi. C'est normal, hein. Il y a un peu d'image à avoir. C'est logique, quoi. C'est juste de la présentation, mais voilà, donc la télé, non, c'est compliqué la télé. Après, ce qui est intéressant, c'est sur des documentaires, quand on te suit, quand tu parles sur le terrain, tu démontres des choses, tu expliques, et il y a du mouvement, il n'y a pas que toi. Alors que des plateaux télé, c'est très délicat, quoi. Passer au journal, par exemple, c'est toujours un exercice où il faut un petit peu de concentration, quoi. Ouais. J'avais eu la chance de passer dans une émission télé locale alsacienne il y a une quinzaine d'années. Il faisait chaud. C'est un des avantages du podcast. On n'est pas obligé d'avoir l'éclairage qui réchauffe la pièce et qui rend les gens rouges. Ouais, ou alors ils mettent la clim à fond et il fait très froid. Ah, mais moi j'avais chaud. Moi. Ça dépend du chef de plateau, entre guillemets, qui gère le truc. Et bon, c'est pas toujours évident. Voilà. On parle un petit peu de ton parcours, donc on a déjà un petit peu dévoilé dans la bande-annonce, mais est-ce que tu peux nous refaire un petit peu le tour de ton parcours ? Donc tu nous disais que tu t'étais engagé dans l'armée et que tu t'étais malheureusement retrouvé à 2 km de chez toi, barman. Moi ça me plaît ce genre d'histoire, tu peux nous raconter ça ? Ah non, alors je me suis pas engagé, c'était le service militaire obligatoire à l'époque, et comme on m'avait dit, bah écoute, si tu demandes ça, tu as des chances d'y arriver, donc surtout, fais pas l'idiot, te fais pas passer pour le type qui a un brin. C'était la grande mode à l'époque, c'était de se faire passer pour irrecevable en faisant un peu des conneries et tout ça. Les réformés P4, on appelait ça. Ouais. P4, ouais. Et donc, moi, j'ai été correct, et puis j'ai demandé photographe à Marine à Tahiti. Bref, bon. Non, mais c'est une anecdote, Mais ça a été un mal pour un bien, parce qu'en fait, ce qui a été extraordinaire, ça a été le début de ma carrière pendant ce service militaire. C'est que tout est comme ça, en fait. C'est pour ça que je suis devenu très fataliste avec le temps. C'est que si j'ai loupé mon bac, c'était pour devenir photographe, en fait.
sans le savoir, parce que si j'avais eu mon bac, j'aurais continué en BTS et j'aurais fait, alors c'est un bac technique à Estienne, et j'aurais continué et je serais devenu DA par exemple. Je voulais, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être directeur artistique. Et du coup, voilà, donc je rentre à l'armée parce que je voulais pas plonger une année de terminale. Et cette armée, au lieu d'être coincée à Tahiti sous les cocotiers, sous le soleil, à me la couler douce, du coup, je me retrouve au fort d'Ivry en tant que barman. Là, je rencontre Jean-Claude Coutos. Voilà, personnage très bon photographe qui travaille avec Le Monde aujourd'hui et avec lesquels nous sommes encore amis. On a fait le marathon de Paris ensemble, par exemple. Voilà. Donc, c'est une belle amitié. C'est toujours beau, les histoires de 40 ans quand même. Et surtout, c'est que, à propos de ma carrière, je suis à l'armée, je rentre en 1980, j'en sors en 81, mais entre-temps, au milieu, il y a les élections présidentielles en mai 81, et donc cette mini-révolution française, puisque la gauche arrive au pouvoir avec Mitterrand. Et je fais le mur, entre guillemets, je quitte mon bar pour aller faire cette arrivée de Mitterrand comment ça s'appelle, à l'Élysée. Et je passe la porte de l'Élysée avec mon petit Nikon FM autour du cou, avec juste un 50 mm, en criant presse, presse, et la police me laisse passer. Enfin, bon, bref, avec tout le culot qu'on peut avoir quand on a 20 ans, enfin 19 ans encore à ce moment-là. Et puis surtout, c'était une autre époque, évidemment. Aujourd'hui, tout ça serait impossible. Mais je me retrouve donc dans la cour de l'Élysée et voilà, c'est extraordinaire. Je suis avec tous les plus grands photographes qui me font rêver, qui font aussi bien, à l'époque c'était très à la mode, les voyages du pape, Jean-Paul II, c'était le premier pape qui était communicant, si je peux dire. Ouais. Et puis qui faisait aussi évidemment le Liban, le Nicaragua, les guerres africaines, les grands événements. Voilà, ces types me faisaient rêver. Et moi, l'agence Gamma m'a toujours fait rêver parce que c'était Depardon, Caron, et voilà. Et du coup, je me retrouve dans cette cour de l'Élysée au milieu de ces types. Et là, il y a le déclic qui se fait, quoi. Je me dis, mais facile. Bon, mes photos n'étaient pas terribles, mais évidemment, il faut bien commencer un jour. Et voilà, et je quitte l'armée et j'essaye évidemment de faire de la photo. Donc, il faut bouffer. Et c'était une époque où on vivait bien des petits boulots. C'est-à-dire que pour faire mes photos, je faisais des petits boulots et j'en trouvais à l'appel. Hein. Alors ça allait de barman, évidemment, remplaçant, en passant par charbonnier. Voilà, un petit camion avec... je livrais le charbon dans les étages ou dans les caves. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Steward dans les wagons-lits, Géo Club Med, enfin bon. J'aurais bien aimé voir ce Géo Club Med. Bon, alors c'est un peu un petit coup c'est un peu une blague parce que je suis resté qu'à moi, parce qu'au bout d'un mois je suis parti, j'ai démissionné, c'était infernal comme rythme et puis ça me plaisait pas trop, mais c'était une belle expérience, c'était amusant. Et d'ailleurs, pour vous dire le culot et comment ça fonctionnait à l'époque, c'est que le Club Med, la maison mère, était place de la Bourse, juste en face de l'AFP. L'AFP est toujours là d'ailleurs, place de la Bourse. Et je viens d'avoir 20 ans, hein, et je ne sais pas comment je trouve cette petite annonce, un photographe au Club Med. Donc je réponds à l'annonce, j'y vais, et on me dit... mais donc, vous savez développer la couleur, bien sûr, parce qu'il y aura un labo couleur sur place. Oui, bien sûr, pas de souci. J'ai jamais fait de labo couleur. Le labo noir et blanc, même pas non plus, tu vois. Donc, ouais, pas de souci. Et je me dis, oh là, bon, ok. Je sors de là, je fonce à l'AFP, je cogne à la porte. À l'époque, il y avait une entrée pour les photographes qui donnait direct sur la rue de Place de la Bourse. Je cogne à la porte et j'explique, je dis, écoutez, voilà, je viens d'avoir un petit boulot là en face. Et est-ce que vous pourriez me laisser aller au labo pour qu'on m'explique et tout. On me dit pas de souci et tout. Tu t'imagines quoi. Je rentre au labo et le gars, c'est très sympa, m'explique. Alors évidemment, j'ai retenu que la moitié des trucs parce que c'est quand même pas évident. Surtout quand tu as jamais touché les produits. À retenir. Voilà. Et je me retrouve évidemment, voilà, et c'était de la diapo en plus, t'imagines. Et enfin bref, donc voilà, c'était assez amusant.
Mais des anecdotes comme ça qui sont updatées, si je peux dire, qui n'ont plus aucune chance d'arriver aujourd'hui, j'en ai des kilomètres, quoi. Je vais essayer cet après-midi, je vais aller à l'AFP toquer, voir s'ils peuvent me former. Alors, toi qui voyages beaucoup en Afrique, je te propose aussi d'essayer celle-là, c'est de détourner un avion avec $200. Je ne l'ai pas détourné, mais j'ai fait des trucs un peu bizarres comme ça aussi. Mais attention, un avion de ligne, hein. Ouais, non, moi c'était un petit coucou avec une vingtaine de places. Ah oui, non. Nous c'était un Boeing avec Alain Noguès de Sigma. On suivait la tournée africaine de Kadhafi. Ça devait être en 86, je pense. 85 ou 86. Nous étions que deux blancs, entre guillemets. Et on sautait de pays en pays comme on pouvait. Hein. Tu connais le problème de sauter. C'est très compliqué en Afrique. Et on ne faisait pas partie du voyage officiel. On était deux blancs et ils ne nous aimaient pas du tout. C'était compliqué. La meilleure de preuve, c'est que j'ai fini en tôle et ça a été compliqué. Heureusement qu'Alain Noguès était là pour m'en sortir. Et je lui suis redevable à vie parce que dans la tôle qu'il m'avait mis... ça sentait mauvais quand même. Et puis c'était un vendredi soir, évidemment, donc ambassade fermée. Enfin bon, ça a été... les gars qui étaient là-dedans, j'ai pas beaucoup ri quand je suis arrivé, quoi. Et donc du coup, voilà, pour passer d'un pays à un autre, pour suivre Kadhafi, à un moment, on nous a demandé $200. $100 chacun. Il y avait $100 pour le chef d'escale et $100 pour le pilote. Donc c'était un avion de ligne je crois, de Ethiopian Airlines qui avait décollé du Sénégal, je crois, et qui allait donc en Éthiopie. Et nous, on était coincés, entre Burkina Faso et Mali, ou je sais plus quoi, et on voulait aller au pays d'à côté. Et donc, en vol, là-haut, à je sais plus combien, plus de 10 000 pieds, là, hop, l'avion s'est posé, il nous a attrapés, il a refait un autre bond, il nous a reposé, il est reparti. T'imagines, c'est même pas... c'est quelques litres de kérosène sur $, quoi. Ouais. Donc, comment il a expliqué ça, le pilote, je sais pas. Mais en tout cas, des trucs comme ça, j'en ai des kilomètres, des trucs qui sont tellement impossibles aujourd'hui. Mais puisqu'on est dans les avions, on a une autre qui est assez amusante, nous sommes à Paris, et il y a un coup qui tombe. Mais je suis désolé, je n'arrive plus à me souvenir de quelle histoire, mais j'arrive à Roissy, pile poil, j'enregistre, et l'hôtesse me dit « Ah ben non, écoutez, je suis désolé, mais... Et elle m'a donné mon ticket d'enregistrement, hein, pour monter dans l'avion. Et je vais pour partir, elle me rattrape, elle me dit « Non, je suis désolé, on vient de m'appeler, ça y est, c'est terminé et tout. » Et là, je fonds. Alors, je lui fais le cinéma total, mais c'est vrai que c'était vraiment une histoire. J'arrive plus, il faudrait que je recherche ce que c'était. Et elle me dit « Écoutez, je ne sais pas pourquoi, je vais vous aider. » Mais attention, cette phrase-là, je l'ai entendue je ne sais combien de fois. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous aider. C'est extraordinaire, ça. Ouais. Comment tout peut basculer d'une seconde à l'autre alors que tout était mort, quoi. Et donc, il m'emmène, et pour vous dire que ça date, on descend sur le tarmac, on monte dans un 4L Air France. Donc, c'était, vous voyez, je crois que c'était 84, 85, un truc comme ça. Et on prend la 4L, on arrive au bout pratiquement du tarmac, là où l'avion commence ses premiers tours de roue. Donc, ils ont retiré, là, évidemment, l'escalator, là. Enfin non, c'est pas un escalator, c'est un escalier mécanique, hein, on monte tout seul, quoi, en fait. Et elle me dit « Ah ben non, c'est trop tard. » Ah, je dis « Ah non. » Je sors de la bagnole, je cours devant l'avion, et avec les bras, je fais stop, quoi, devant l'avion. Et l'avion pile. Donc, on voit ce que ça donne, un avion qui pile, le nez s'enfonce et tout. Ils font revenir le manutentionnaire, si je peux dire, la personne qui gère l'escalier était encore là, puisque c'est un escalier avec la petite voiture. Ouais. Il rapproche et tout, la porte s'ouvre, je monte, et là, les gens me tirent une tronche dans l'allée. Et le commandant de bord dit vous pouvez applaudir monsieur qui a réussi à prendre son avion. Donc, c'était où ça, tu te rappelles? C'était à Roissy. À Roissy. Ouais. J'imagine faire ça aujourd'hui. Tu finis au trou. Un coup de sniper au mieux. Au mieux, t'es mort. Non, c'est. Voilà, c'est comme quand on est jeune, on a du culot et puis on y croit, on est tellement. Et aujourd'hui, ça serait d'une façon détournée, je sais pas, mais oui, non, ça a été
une époque, des trucs comme ça. Et celles-là, elles sont gentillettes, mais j'en ai qui sont très très gratinées, donc que je peux pas raconter, sauf entre petits comités. On va faire un 4e épisode qu'on diffusera le soir dans la nuit, c'est ça? Non, des trucs inavouables. Ça, c'est les anecdotes marrantes. Après, tu as une carrière donc, de reporter, tu as couvert des conflits, tu as eu des situations difficiles aussi, non? Je me souviens quand tu étais en Ukraine il y a 4 ans, tu avais été allongé je ne sais combien d'heures à te protéger des snipers. Ah ben, on n'était pas protégés, c'est ça le souci. C'est qu'on n'a jamais compris comment ce type qui nous allumait et qui en fait touchait tous les gens qui venaient autour de nous, puisque nous étions 2 à ce moment-là avec Jérôme Cessini coincé sur les hauteurs de la place Maïdan, derrière l'hôtel Ukraina, en première ligne. Et voilà, il y a eu ce jour-là 70-80 morts, je crois, un truc comme ça. Et on est tombé dans une trappe, quoi. On a fait le mort, et même en faisant les morts, à un moment, Jérôme filme d'ailleurs, il y a une vidéo qui existe sur le net qui traîne, et il filme, et il y a une balle qui m'arrive à 30 cm de la tête. Je suis allongé par terre, je fais le mort, et une balle qui tape à 30 cm de la tête, et Jérôme me le dit, tout en le filmant, et je lui dis oui, je sais. Voilà, comme je le dis là, et Jérôme me le dit aussi de la même manière, très tranquillement. Et ça surprend les gens de voir dans quelle tranquillité nous sommes. Et on est obligé, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que quand on est sur des zones de conflit, moi ça m'est arrivé de, entre guillemets, de péter des câbles, en l'occurrence sur l'histoire des commandos russes, parce que c'était quand même une très très grosse histoire, complètement dingo, et tout se passait de nuit, donc je pouvais même pas me blinder par le travail, et bref. Et puis, mais voilà, c'est une évidence qu'il faut garder son calme, quoi. Alors moi je cache pas ma peur, j'ai toujours la trouille, et de plus en plus avec l'expérience bien sûr, mais il faut savoir la canaliser dans le bide, et surtout pas la laisser monter au cerveau, parce que c'est comme ça évidemment le cerveau nous fait faire n'importe quoi. Donc oui, de mauvaises histoires comme ça, j'en ai beaucoup trop, quoi. Donc ce que les gens s'imaginent pas, ou plutôt ils s'imaginent qu'ils me disent ah ouais, ça doit être grisant. Je dis mais franchement, si j'avais su à chaque fois que la mort m'a touché, ou la personne à côté de moi est morte, ou par un sniper, ou que j'ai été soufflé par des bombardements, ou que des balles m'ont touché, ou que je suis tombé dans des vrais pièges, quoi, c'est des vraies trappes, tout ça. Et franchement, si c'était à refaire, je le referais pas. Alors on me dit bah oui, t'as qu'à pas y aller. Oui, mais on sait jamais comment ça va se passer, parce qu'il y a plein de fois où ça se passe bien, et puis il y a plein de fois où ça se passe mal. C'est complètement la loterie. C'est une histoire de. Moi, j'ai une chance insolente. C'est une évidence que. Voilà, j'ai un peu honte par rapport à tous mes petits camarades qui ont été touchés ou qui ont été tués, quoi. Donc voilà, oui, des belles histoires, il y en a des kilomètres, des sales histoires, il y en a des kilomètres aussi. Et je repensais tout à l'heure quand tu disais que ça t'impressionnait, que j'avais vu Mandela sortir de prison. Bah, dis-toi bien que pour moi c'était encore plus impressionnant puisque j'étais devant. Et puis surtout, c'est que j'étais comme moi là, maintenant devant toi en fait. Alors, quand il sort de prison, il est un peu plus loin. Mais pour l'anecdote, on savait pas à quoi il ressemblait, parce que ça faisait je sais plus combien, plus de 20 ans, ouais, je crois 30, que c'est 30, 20, c'est pas ouais. 20-30 qu'il était en prison, qu'il n'y avait pas une photo qui était sortie de lui. Donc on s'était dit, ok, on connaît Winnie, oui, son ex-femme, et il l'aura au bras, quoi. Donc voilà, à côté de Winnie, ouais, ce type qui est sorti avec ce flame, avec cette allure incroyable. Et on était loin à ce moment-là, on était de l'autre côté de la route. Quand il sort de prison, on n'a pas le droit de s'approcher parce que c'est le bordel, il y a plein de journalistes. Et on fonce évidemment chez lui, et là, on est quoi, une dizaine de journalistes à rentrer chez lui. Et là, il te tend la main et tu serres la main à Mandela, quoi. Ouais, voilà. Et on a une dizaine de journalistes à l'écouter, à le regarder. On est là, ouais, effectivement, comme ça, là, tu vois. C'est extraordinaire, un moment. Et c'est ces moments qui sont tellement où tu es porté. On parlait de belles histoires, c'est une belle histoire. Tu es tellement porté que c'est très très compliqué parce qu'il faut te concentrer pour faire ton travail. Tu es là avant tout. Il ne faut pas laisser parler tes émotions
qu'elle soit de peur, de tristesse, dans des cas comme on a cité auparavant, ou comme dans ce cas-là, voilà. Moi, ma plus fameuse belle histoire où c'est pour moi un peu une catastrophe professionnelle, c'est le mur de Berlin. Le mur de Berlin a été érigé en 61, je suis né en 61, il y a toute une histoire. On a toute mon enfance a été, on nous a bassiné avec la guerre froide, comme quoi les Russes pouvaient être en 72 heures à Paris. C'était très présent. Hein, il y avait beaucoup de problèmes. Les jeunes d'aujourd'hui peuvent pas se rendre compte parce que moi, ma génération, on a effleuré la Deuxième Guerre mondiale. On est né une dizaine, une quinzaine d'années plus tard. Nos parents l'ont vécu. Nos grands-parents en ont vécu deux. Donc la guerre, c'est quelque chose de très présent. Cette guerre froide, le bloc Est-Ouest, les deux blocs, c'est quelque chose que les générations d'aujourd'hui ne peuvent pas s'imaginer. Pour nous, on s'attendait à une guerre. Voilà. C'était comme ça. Voilà, on vivait avec ça. Bon, donc c'était quand même très présent. Et je suis sur le mur de Berlin quand il s'écroule. Hein, je suis là avant. Donc quand il s'écroule, cette fameuse nuit, je suis dessus. Et je suis tellement content d'être sur ce mur. Parce que pour moi, ça y est, il n'y aura plus de guerre en Europe. Alors je me trompe, parce qu'il y aura la guerre en Yougoslavie 3 ans plus tard, hein, ça commence avec la Slovénie en 91, je crois. Donc, mais en guerre occidentale, je veux dire, il n'y aura plus, logiquement, en France, il ne devrait plus y avoir de guerre, quoi. Et je suis sur un espèce de nuage. Je suis perché sur mon mur, sans faire de jeu de mots. Je suis complètement à l'ouest. En fait, tu n'étais plus reporter, tu étais participant. Non, parce que je dansais pas, j'étais pas en train de crier et tout, j'étais juste sur un espèce de truc. Voilà. Alors, je fais quelques photos, quoi, mais je suis pas concentré, je suis pas à fond dedans. Voilà. Et je croise David Burnett, je sais plus, il y a quelques années, et je lui dis, tu vois, David, sur chaque événement, chaque fait historique, il y a toujours une photo symbolique qui reste, qui se démarque des autres. Sur le mur de Berlin, on ne peut pas dire qu'il y en a une. Alors, il y a quelques bonnes images, mais il n'y en a pas une seule qui est la photo qui représente la chute. Tu vois. Et je lui dis, en fait, moi j'ai mal bossé, et il me dit, mais on a tous mal bossé. Parce que on était un petit groupe de photographes, hein, des agences Gamma Sigma Sipa à être là le soir où il est tombé. Et évidemment, après le lendemain, la Terre entière est arrivée. Bref, donc tout le monde est arrivé pour couvrir cet événement. Et il me répond quelque chose d'extraordinaire, dans sa simplicité. Et il me dit, mais tu sais pourquoi on a tous été mauvais, Eric ? Je dis, vas-y. Il me dit, parce que l'événement était trop gros pour nous. Et il a raison. Il a raison. Cet événement, c'est l'événement le plus gros de la deuxième partie du XXe siècle. Parce que ça a changé toute la donne. Ah ouais, je comprends. Toute l'histoire, car on a découlé. Je disais tout à l'heure, j'avais 9 ans à l'époque. Je crois que c'est le premier événement historique dont je me souviens. Je crois que c'est mon premier souvenir des infos, en fait. Alors, quand tu y es allé, j'imagine bien que tu te doutais que c'était un gros truc. Mais non, parce qu'il y avait des manifestations, il y avait des changements de régime, mais tu sais, personne ne le savait. Au point, pour l'anecdote, bon, maintenant ça commence à se savoir, mais comment ça s'est passé ? C'est que le soir même, il y a eu une réunion du comité politique, politburo, enfin bref, on appelait ça comme on voulait, je ne sais plus comment à l'époque, mais de l'Allemagne de l'Est. Et pardon, je cherche mon mot. Le représentant, le porte-parole, voilà. Le porte-parole fait une conférence de presse après cette réunion du comité et il dit voilà, donc désormais les citoyens d'Allemagne de l'Est seront libres de voyager sans visa, machin chouette et tout. Et il y a un journaliste qui pose la question qui dit mais à partir de quand ? Et c'est là le truc, c'est à partir de quand ? Et il est coincé. Il dit que je sache partir de maintenant. Et c'était en début de soirée. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça s'est retransmis. Et qu'est-ce que font les Allemands de l'Est ? Ils vont vers les points frontières. Les Allemands de l'Ouest montent sur le mur et tout le monde est débordé. Tout le monde est débordé. Mais avant ça, alors pour la petite anecdote qui fait que pourquoi je suis aussi un peu perché, c'est que
Je suis avec Georges Mérillon de l'agence Gamma, on est en pool à l'époque, on travaillait en équipe, et on fait un dîner arrosé avec tous les autres copains photographes de Gamma Sigma, voilà. On est jeunes, on profite de la vie, nous logeons en Allemagne de l'Est, hein, à Berlin-Est, et on rentre à l'hôtel, et je me souviens très bien, on fait la course de voiture pour arriver à l'hôtel, les premiers, on a 2 voitures, et il faut passer par la porte de Brandebourg. On passe par la porte de Brandebourg, l'avenue des Tilleuls, là, est complètement vide, hein, c'est l'Allemagne de l'Est, et il n'y a rien. On arrive à l'hôtel, on se couche, Georges fume sa cigarette sur le balcon, et j'allume la télé comme ça pour je suis couché, je regarde les dernières infos, quoi. Et je vois des gens sur le mur, quoi. Et je me dis, c'est quoi cette fiction? J'ai jamais vu cette fiction, quoi, ce truc-là. On était devant même pas une demi-heure avant, quoi, donc il n'y avait rien. Et le téléphone sonne, et c'est le rédacteur en chef de l'agence Gamma qui nous dit j'espère que vous n'êtes pas couché, quoi. Et Georges a une très bonne réplique, il dit non, on est revenu chercher des films. Bref, donc du coup on se précipite, et effectivement on arrive porte de Brandebourg, et là, incroyable, tous ces gens sur le mur, ils avaient déjà sorti les éclairages qui venaient de l'autre côté, donc ça faisait un truc dingue. Le mur, la porte de Brandebourg devant nous, et devant nous encore les Vopos, donc la police d'Allemagne de l'Est, qui est les gardes frontières, qui tirait sur les gens qui voulaient passer encore quelques minutes ou 1 heure avant, enfin bon, bref. Et j'arrive devant les Vopos, et je dis mais on peut passer, quoi. Et à ce moment-là, il n'y a personne, il n'y a rien, hein, c'est le vide, hein, jusqu'à... Et les types sont des statues de marbre, quoi, ils ne bougent pas, quoi. Bon, je fais un pas, entre, il ne se passe rien, je fais 2 pas, il ne se passe rien, et puis évidemment, les Allemands de l'Ouest sur le mur, ils font « viens !» Bah, tu penses. Et il est possible, alors je suis désolé, ça fait vraiment Tintin, mais c'est tellement une histoire complètement dingo, et j'en suis tellement heureux qu'il est possible que je sois le premier type à passer libre à la porte de Brandebourg, d'est en ouest. Et j'arrive au bord du mur, et je me souviens, j'avais le pied cassé à l'époque en plus, hein, et il y a les Allemands de l'Ouest qui me tendent la main, et je monte sur le mur. Donc imagine cet événement, la taille de cet événement, l'ampleur, l'ambiance, le truc, tu dérapes, quoi. Ouais. Toi aussi, t'es pris dans le truc. T'es pris dans le truc, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est typique des aventures que j'ai pu vivre durant toutes ces décennies, et celle-là, ça fait partie d'une des plus belles aventures, quoi. Ouais, je comprends. Et je travaille pas bien, quelle honte. Ouais, il n'y a pas que les images, il y a les souvenirs qui restent aussi. Ça partage moins facilement, mais c'est chouette. Participer à l'histoire. Je ne sais pas si de nos jours c'est encore possible de participer autant à l'histoire. Non, jamais, attention. Jamais, je n'aurais participé à l'histoire. Nous sommes que des témoins. Nous avons eu la chance d'être des espèces de traits d'union. Nous sommes des témoins de l'histoire. Oui, tu es journaliste, voilà, donc tu as un devoir de neutralité. Même sans parler de ça, parce que c'est toujours compliqué. On prend toujours la défense de la veuve et de l'orphelin, et c'est évident qu'on préfère être du côté contre l'assaillant et l'envahisseur, et c'est logique, quoi. Mais c'est sûr qu'il faut essayer de garder sa neutralité, c'est jamais très facile. Mais quand je dis on est vraiment juste des témoins des faits historiques. Alors, avec notre cœur, effectivement, et puis notre cerveau, ça dépend, on peut orienter l'image, la façon, mais sans parler de ça, en aucun cas nous sommes acteurs. Non, pas du tout. Non, mais je parlais de participer dans le sens où tu produis des images et tu participes au fait que ce fait historique traverse les âges. Ouais. Parce que les images restent. Ouais. Mais je sais pas si ça serait encore possible de faire ça aujourd'hui. J'ai l'impression que tout est devenu très compliqué. Je pense que tout est toujours possible. À chaque période, il y a les choses, je le vois bien, hein, pour avoir travaillé pendant 4 décennies, comment les choses ont changé. Et effectivement, aujourd'hui, il y a plein de choses qui ne sont plus plausibles, mais il y a d'autres possibilités, il y a d'autres interactions. Chaque époque a ses bonnes... Et puis aujourd'hui, voilà, grâce à numérique, Internet, au téléphone, on a des possibilités de pouvoir transmettre, de pouvoir témoigner pratiquement en direct. Chaque période a ses bonnes surprises, je pense.
Écoute, merci Eric pour ce partage. On parle un petit peu de tes livres. Alors, les livres. Le premier, ça a été les veuves du génocide du Rwanda, que j'ai pas là, qui était un témoignage sur, évidemment, le génocide. Et j'y suis allé avec un Hasselblad, un moyen format, et avec un journaliste, et nous avons écouté ces femmes qui ont témoigné de ce qu'elles ont vécu. Et c'était terrible. Et je peux vous dire que les bières le soir étaient salvatrices, parce que toute la journée à écouter ces femmes et ce qu'elles avaient vécu, c'était, je pense qu'on était au niveau de l'ignobilité au maximum, quoi. Donc on a fait un livre là-dessus qui est épuisé aujourd'hui, j'étais très content d'avoir fait cet ouvrage. Le deuxième, ça a été La dernière mine de charbon. Je suis très content aussi. Alors, décidément, on va dire que c'est un bienheureux, mais bon. Mais je suis content d'avoir fait ce petit livre chez La Martinière. Ça s'appelle La dernière mine, qui était... bon, là aussi, je vais aller contre vents et marées, comme d'habitude, parce que quand on est tout seul, oui, il faut se battre, hein, beaucoup. Et c'est loin d'être évident. Et j'y suis allé, pareil, au Blad. Je suis descendu dans la dernière mine de charbon de France qui était près de Merlebac, en Lorraine, en 2004. Et je suis descendu, je ne sais plus combien de fois, pas beaucoup, 5 fois, je crois. Dont une fois et demie pour rien, parce que le matériel était cassé. Et je ne le savais pas, évidemment. Et voilà, je l'ai fait donc j'avais choisi de le faire comme ça. Évidemment, on m'a traité de fou parce que c'était compliqué, parce que quand on est au fond, on n'a pas le droit de système électrique, pas de cellules, et donc que des boîtiers mécaniques, et surtout c'est que ce sont des lumières qu'on connaît pas. Moi, par expérience aujourd'hui, je peux dire quel diaph on peut avoir, à quelle vitesse, à combien d'ISO là maintenant, en plein jour ou que ce soit soleil, ombre, enfin bref, dans des situations assez différentes. Mais là, au fond de la mine, c'est des lumières que je ne connaissais pas. Donc en général, ça allait entre le huitième de seconde et voire la seconde. Et ça a été... j'ai bouffé du film, là, par contre. Ah oui, j'imagine. Il n'y avait pas de stabilisateur à l'époque. Non, non, et puis pas de cellules, surtout. Donc voilà, oui, très très beau livre, j'en ai encore chez moi. Alors tout ce dont je vais parler là, tout ça, j'en profite, hein, ça en vend chez moi. Bah, ça sert aussi à ça, le podcast. Sur mon site, quoi. C'est filer un petit coup de main aussi aux photographes pour vendre leurs bouquins. Venez nombreux, ericbouvet.com. Voilà. Non, mais alors, donc ça, c'est le deuxième. Et j'étais très content parce que ces hommes-là qui représentent un plan de la culture de France, cette plan sociétal les mines, c'était quand même un métier à part, hein. Et j'ai réussi à faire quelque chose de pas grand. Je voulais que ça soit intime par rapport à eux. Et à la dernière page, j'ai réussi à caser tous les noms des derniers mineurs de cette dernière mine. Donc je suis vraiment content que voilà, ils l'ont fait un petit peu comme je l'avais souhaité. Et c'est très très bien imprimé, très bien gravé, avec des noirs bien profonds. Et je suis très surpris parce qu'on peut même, quand on passe le doigt dessus, il n'y a pas de traces. Donc c'est peut-être un pelliculage, peut-être, mais en tout cas c'est très bien imprimé. Voilà. Le troisième, ça a été une auto-édition qui s'appelle Jusqu'au bout. Et ça, j'en suis, je crois, je l'ai vendu main à la main. J'ai dû en vendre 800 exemplaires, pas loin, un truc comme ça, tout seul. C'est en quelle année celui-là ? Et celui-là, alors le tout premier a été fait en 2011, je pense, un truc comme ça. Parce que là, j'en suis à la 3e édition. Je les tire de 200 ou par 300 parce que bon, ça coûte un petit peu d'argent. Ouais. Et celui-là, je le retirerai toujours parce que bon, c'est quelque chose qui est très demandé. En fait, c'est un livre écrit. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, faire un livre qui ressemble à un pavé, comme il y en a des kilomètres derrière dans ma bibliothèque, ça ne m'intéresse pas parce que si c'est pour faire comme tout le monde, bof quoi. Donc, résultat des courses, j'essaye toujours de faire des choses là où on ne m'attend pas. Et en l'occurrence, ce livre de Jusqu'au bout, c'est cette histoire sur les commandos russes en Tchétchénie, qui est une descente aux enfers. Et surtout, ce qui était incroyable, c'est que j'ai eu une chance inouïe, c'est que
mis à part de pouvoir en revenir, c'est que je suis la seule personne au monde, je pense, à avoir pu travailler avec des commandos russes sur une zone de conflit. Ouais, c'est parce qu'il paraît le plus accessible en écouter comme ça. Et puis surtout, c'est que bon, on dit commando, ouais d'accord, non mais attendez, j'ai pas fini. Commando d'infiltration et d'enseignement. Voilà. Bon, en gros, ce sont des types qui sont lâchés eux-mêmes et toutes les nuits qui vont attraper du Tchétchène et puis qui le torturent à mort et qui font des exécutions sommaires. Et voilà. Et donc il faut combattre pour ça. Et donc voilà, toutes les nuits, c'est quand même un peu compliqué. Et au grand regret éternel, nous sommes en 95 et je suis en diapo sans ISO la nuit. Hein, voilà. Donc T'aimes bien les conditions difficiles, j'ai l'impression. Autant dire rien. Donc mes photos, je reviens, je suis un petit peu évidemment complètement frustré parce que ça représente à peine 15% de l'histoire. Et les gens qui voient les photos se disent bon, elles sont un petit peu datées aujourd'hui évidemment par rapport à ce qu'on peut voir depuis, mais à l'époque il faut s'imaginer que ce truc arrive et c'est quand même on prend dans la gueule quoi. Et je suis frustré et j'écris donc ce livre et je me mets à poil, je raconte toute l'histoire. Et évidemment, les gens qui ont vu les photos, qui ont trouvé sa forme et qui lisent le livre, trouvent le livre évidemment beaucoup plus fort parce que je raconte tout et ils sont dans l'imaginaire. Et ce livre a fait une pièce de théâtre. Oui, j'ai lu ça, ouais. Et les gens qui voient en plus la pièce de théâtre trouvent évidemment le spectacle vivant beaucoup plus fort. Parce qu'ils ont le comédien qui joue mon rôle, qui devient fou, qui gueule, qui est là, on le prend dans la tronche, quoi. Donc en gros, spectacle vivant plus fort que la lecture plus fort que la photo. Donc encore une fois, je sais, je me répète, désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu, mais la photo, c'est un vrai métier de chien, quoi. C'est très, 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 très compliqué. Mais écrire, c'est très compliqué aussi. Hein. Je suis très admiratif de mes collègues journalistes et écrivains pour qui j'aurais aimé savoir écrire de cette manière, parce que c'est quel bonheur de lire des textes qui nous emportent ou qui nous font comprendre des choses. Alors que nous, notre problème, c'est qu'on est sans filet, quoi. Si on n'est pas devant, on n'est pas bon. Si on est une minute, enfin même pas 15 secondes trop tard ou 15 secondes trop tôt et qu'on n'est plus là, on n'est pas bon. Il faut vraiment qu'on soit là quand ça se passe. Et c'est compliqué. C'est compliqué physiquement de notre personne d'avoir les accords, de pouvoir être au bon endroit. C'est compliqué. Et sans parler aussi des problèmes techniques, comme là par exemple, ça se passe de nuit, je ne peux rien faire. Aujourd'hui, avec le numérique, putain, mais je ramène un truc, mais je fais sauter la baraque, quoi. J'ai plus besoin de bosser. Ouais, la technologie aujourd'hui. Je ramène les photos de nuit, je ramène du son, du film. Putain, mais je fais un carton, quoi. Je fais un documentaire, Netflix, je touche le cocotier, là. Évidemment. Ouais. Ce que j'ai vécu, c'est hallucinant. Ouais, donc ce que j'ai vécu, là, dans cette histoire, elle est hallucinante. Sans blaguer, hein, moi j'y pense souvent, je me dis, putain, mais... un truc comme ça, mais voilà, je suis le roi du monde, je touche le pactole avec Netflix, c'est évident. Exclusif de A à Z, et puis un vrai documentaire de correspondant de guerre unique, voilà, et qui se refera pas demain. Hein. Donc, au regret éternel, mais non, j'ai pas de regret, ça sert à rien. Mais voilà, donc tout ça pour dire, oui, la photo, c'est compliqué. Donc ça, c'était le troisième. Le quatrième, ça a été un livre commandité par nos amis suisses et qui m'ont demandé de suivre un orchestre. Et ça a été un moment merveilleux parce que j'ai suivi un orchestre qui réhabilitait une œuvre de Camille Saint-Saëns qui n'avait pas été jouée depuis 1904, je crois. Et c'est une œuvre digne des opéras wagnériens, donc il faut énormément, une scène énorme, enfin des moyens monstrueux, et donc évidemment là c'était pas possible, donc ils ont juste refait entre guillemets avec un opéra avec les chanteurs et les musiciens, mais pas de jeu de scène. Et donc ils me demandent pendant toute la semaine de préparation de travail du chef d'orchestre avec les musiciens et avec les ténors, bref, les chanteurs, de suivre cette aventure. Et en gros, je suis enfermé dans une petite pièce de répétition avec
je peux même pas passer, quoi. Il y a 100 personnes dans une espèce de pièce qui fait, je sais pas, doit faire 50 mètres carrés, quoi, un truc comme ça. Et je suis à quatre pattes entre les chaises, à passer par terre à quatre pattes, à faire des photos. Alors, merci numérique, parce que lumière de merde, entre guillemets. Et puis surtout, c'est que je mets en shooting électronique et zéro bruit. Parce que là, je vais vous dire, c'est même pas la peine d'imaginer le clang. Diapo sans hasard. Non, oui. Et puis le truc mécanique. Donc, je suis très content. Je fais un travail qui m'intéresse et je suis porté. Je suis porté parce que je suis au milieu de gens. Je suis au milieu de gens qui font tout pour être au maximum de leur capacité, au maximum de ce qu'ils peuvent, de la quintessence, leur qualité, c'est extraordinaire. Je suis poussé vers le haut. Je suis dans cette espèce d'énergie positive où les gens se défoncent pour faire mieux. C'est incroyable. C'est une sensation comme j'aurais rarement eu, qu'on peut certainement avoir quand on est avec aussi des sportifs de haut niveau qui s'entraînent, qui en veulent toujours plus. Voilà. Mais là, je suis en autarcie, je suis coincé avec eux pendant une semaine, quoi. C'est extraordinaire. Et le dernier jour, quand ça se termine, j'ai une descente. J'ai une grosse descente. Je suis brisé. C'est horrible. Je me dis, mais c'est fini. Ouais. C'est fini. Et, c'est une sensation extraordinaire. Et donc voilà, le livre est assez classique, avec des photos de reportage, une maquette, c'est correct. Je me défonce pour faire des photos qu'on n'a pas trop vues. Et puis, je leur propose un petit truc en plus, et je leur dis, écoutez, on peut faire un truc un peu à la Richard Avedon, un portraitiste évidemment très connu et que j'admire beaucoup. Et je leur dis, on pourrait faire une suite des ténors de l'orchestre qui sont voilà, les chefs de file de chaque instrument, et de vous faire un déroulé. Et donc j'emmène la chambre, je refais ça avec un beau noir et blanc, un fond blanc, et je mets évidemment le chef d'orchestre en premier, son assistant, et puis le premier violon, enfin les premiers ténors et tout ça. Et ça donne voilà Ah ouais, génial. Voilà. Ah, merci. Alors je suis privilégié parce que je le vois et pas vous. Mais c'est un livre on ne tourne pas les pages, le livre entier se déplie. Et donc ça se vend évidemment sous blister là, et ce dépliant est à mettre avec le livre. Il est vendu avec le livre, mais il est à part. Et donc voilà, ils ont fait ça, et on voit on voit bien que c'est du film. D'ailleurs, il y a la marque voilà, Kodak T-Max avec les petits points d'accroche du film. Et voilà, donc c'est toujours pareil. Moi, je pense que les clients, ils ont une idée, ils veulent quelque chose, ok, mais il est toujours possible de leur proposer aussi une vision qu'on peut avoir. Et, voilà. Donc on en est au 4e. Et le 5e, c'est le fameux des 40 ans. Le journal. Le journal. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu n'as pas fait un best-of, un gros livre avec toutes tes meilleures images ? Je dis, parce que je n'avais pas envie. Non, c'est une bonne réponse. Voilà, pour être plus sérieux, c'est que c'est vrai que j'ai été un homme de presse. J'ai eu la chance de ne pas faire que ça et de ne pas faire évidemment que du conflit. Je ne me suis jamais enfermé. Moi, il y a un truc qui m'horripile, c'est les cases. J'ai jamais voulu qu'on m'enferme dans photographe de conflit. Et la meilleure des preuves, c'est que il y a une dizaine d'années, quand je vais faire la Rainbow Family, c'est ces gens qui vivent dans la nature, qui ont coupé les ponts avec notre société, avec le système monétaire, avec la mass média, avec l'électronique, toutes ces sociétés de consommation, enfin bref, et qui vivent donc entre guillemets de yoga, de végétariens, qui sont dans une autre forme de vie, et où tout est effectivement très calme. Et je fais une série avec ces gens-là, et j'emmène pareil une chambre grand format 4.5 avec du Polaroid, et je reviens avec cette série qui a fait d'ailleurs un carton, grande surprise. Et on m'appelait photographe de guerre, et après avec ça on m'appelait photographe de paix, quoi. Donc qu'est-ce que ça veut dire ?
Est-ce que par la suite, j'ai fait une grosse série qui s'appelait Sex Love. Est-ce qu'on allait aussi m'appeler photographe de cul, entre guillemets? Je suis désolé, je suis un peu vulgaire, mais pour dire la bêtise de toujours vouloir enfermer les gens, quoi. J'ai quand même fait aussi les Jeux Olympiques, j'ai fait les ours polaires au Canada, j'ai fait de la politique, j'ai fait du social, j'ai fait des gros sujets sociaux, j'ai fait du magazine, je fais du corporate, je m'amuse ces derniers temps à faire une chose un peu plus contemporaine. Enfin bon, je fais du travail d'auteur, je fais du travail documentaire. Moi, tout m'intéresse parce que c'est comme tous les matériaux que nous pouvons avoir en photographie, que ce soit avec mes Fuji, la série X ou le GFX, qui est un boîtier extraordinaire, bref. Mais je peux passer aussi avec un boîtier mécanique, reprendre un blade, travailler beaucoup avec mes chambres grand format. C'est des recherches différentes, et ça nous amène... Dans la vie, on fait toujours des choix. Donc ces choix, dès le départ, hein, quand on est gamin, à côté de qui on s'assoit à l'école, et puis voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme première langue arrivé en 6e? Et puis, qu'est-ce que je vais décider, quel métier je vais faire, quelles études, quel métier? Est-ce que je vais continuer à habiter à Paris, en province, à l'étranger? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais avoir des enfants? Qu'est-ce que je vais avoir comme hobby? Et puis, désolé, même tous les jours, qu'est-ce que je mange ce soir? Enfin, qu'est-ce que je vais faire demain? On fait des choix, on décide tout le temps, on décide. Donc voilà, c'est comme ça. Donc pour en revenir à nos moutons. Donc là, tu as fait le choix de faire un journal et non pas un best-of, voilà. Un gros pavé. Comme j'ai quand même beaucoup travaillé pour la presse, ça me semblait logique de faire un journal. Et alors là aussi, ce n'est que de la radio. Donc les auditeurs ne peuvent pas le savoir. Mais l'idée, c'est qu'on leur donne envie de l'acheter. Sans. Ouais, ça sent le journal. Voilà, ça sent l'encre et le papier. Voilà. Donc, c'est quand même... Et il sera préservé, je tiens à le dire, pareil, sous blister. Donc, quand vous l'ouvrez, vous verrez, les vapeurs. Bon, et j'ai vraiment décidé de faire ce journal parce que c'est quelque chose pour moi qui m'est cher, d'avoir travaillé pour la presse pendant des décennies et qui m'a fait énormément vibrer. Et c'était logique que je ne traite... Là aussi, j'ai fait un choix. Évidemment, je ne pouvais pas mettre ma série Sex Love, je ne pouvais pas mettre la série Peace ou d'autres choses plus magazines avec. Donc, je n'ai pris que des images de news. Voilà. Et donc, ça a fait aussi une expo à Visa pour l'image l'année dernière à Perpignan, qui a été un succès monstrueux. Et vraiment, un grand merci à Jean-François Leroy et son équipe de m'avoir accueilli parce que ça a été un tel échange avec le public. C'était extraordinaire. C'était plein tout le temps. Tout le temps. Alors pareil, j'ai fait des choix. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des pleines doubles ou des pleines pages. Et il n'y a pas de légende. Les légendes sont à la fin. Elles sont courtes, c'est les légendes à l'américaine, genre les 5W, voilà. Mais par contre, pour l'expo, j'ai mis des grosses légendes. J'ai expliqué un petit peu. Et j'étais extrêmement surpris de la tension que portaient les gens à ces légendes. Ils me l'ont dit, hein. Ils passaient du temps. Il y a des gens qui passaient 1 heure dans l'expo pour regarder chaque photo, lire chaque image. C'est incroyable. J'étais extrêmement surpris et je peux vous dire, c'était un très beau moment d'émotion. C'est pour ça que j'étais très heureux de cette exposition. Ça a été une semaine, mais incroyable. J'avais remporté que 200 exemplaires, je les ai vendus en un rien de temps. Si j'avais su, j'aurais pris les 1000 qui me restent. Donc voilà, donc des doubles pages, c'est très très bien imprimé. Parce qu'on était parti sur un papier journal, sur l'idée vraiment de faire un journal. Et alors, petit conseil, allez à l'imprimerie. Ouais. Parce qu'on a démarré et stop, tout de suite. Parce qu'évidemment, sur le papier journal, oui, on a cet effet journal, mais c'était tout pisseux, si je peux me permettre le mot. Vous voyez, c'était très pâle, il n'y avait aucun contraste. Donc du coup, je leur ai demandé, qu'est-ce que vous avez d'autre qui soit un peu similaire, qui soit un peu très fin, un peu ambiance journal, hein. Ouais, il y a le bruit. Donc ils m'ont sorti ça. Alors ils ont eu du mal à lancer le truc, à ce que ça roule, mais impec. C'est super bien contrasté. Je suis hyper content du résultat. Voilà, donc il y a eu un très gros travail d'éditing fait par Yann Lazare et qui m'a fait la direction artistique
de ce journal. Yann Lazare qui est sorti de l'ENSP à Arles et qui travaille à Arles et avec lequel je travaille ces derniers temps pour le prochain livre qui va sortir, qui est sur les Français, ce gros travail que j'ai fait avec Yann Morvan pendant des années à parcourir les routes françaises avec nos chambres 8-10, et qui est un travail sociétal et historique incroyable de cette taille qui n'a jamais été fait. Alors pareil, on fait des choix. Dans ce livre, on ne peut pas mettre tout le monde parce qu'on en a 400 et on va en mettre une centaine. Peut pas, ou alors c'est faire un espèce de pavé qui coûtera 200 € que personne n'achètera. Enfin, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, donc ça a été compliqué. Et Yann Lazare s'occupe donc de cette fameuse maquette. Et pour rendre à César ce qui appartient à César, en l'occurrence ma fille Cerise, ça commence par un C aussi. Elle n'est toujours pas impératrice, mais... Et donc, en fait, l'idée, c'est elle qui a eu l'idée. C'est qu'il y a 5 ans, non, 4 ans, non, 3 ans, on a eu 3 ou 4 ans. Et donc, ma fille habite Berlin il y a 3-4 ans, et on va voir cette institution qui est... Helmut Newton, qui a un musée, si je peux dire, une fondation. C'est une fondation, et il a c'est un immeuble pour lui tout seul, quoi. C'est incroyable. On rentre là-dedans, on a des tirages qui font 5 mètres de haut dans l'escalier, tu les prends dans la gueule, ces femmes là, c'est extraordinaire. Et c'est bien foutu, hein, c'est très très intéressant. Inévitable. Si vous allez à Berlin, si vous aimez la photo, il faut y aller. Hein. Qu'on aime la mode ou pas, qu'importe, c'est magistral. Et donc, en ressortant à la librairie, il y a un journal Soul Letter. Ma fille adore Soul Letter, moi aussi d'ailleurs. Et je lui achète ce journal. Et l'année dernière, donc début d'année, elle me dit « Tiens, tu te souviens du journal Soul Letter ?» Je dis « Ouais, je l'ai toujours. » Elle me dit « Bon, pour tes 40 ans, tu vas faire le même. » Voilà. Donc, merci Cerise. Il faut écouter ses enfants. Il faut toujours écouter ses enfants. Et voilà, donc, il y a vraiment... je suis vraiment très, très heureux du résultat. C'est quelque chose qui... Alors, je m'arrête sur cette photo. T'as pas numéroté les pages, hein. Si. Ah. Donc, c'est la page, je vois pas de là où je suis. 18-19. Page 18-19. C'est une des photos... je crois que c'est une des premières photos de toi dont je me rappelle, en fait. Avant même de me rappeler de ton nom, je connaissais cette photo. Ah bon, c'est dingue. Bon. C'était où, quand? C'est Kaboul, Afghanistan, 2001. Ouais, c'est marrant. Et en dernière page, il y a les légendes et il y a cette première photo que j'ai faite dont je parlais tout à l'heure de Mitterrand et Giscard dans la cour de l'Élysée. Donc c'est pareil. Ah oui, la fameuse photo quand tu t'es enfui de ton campement militaire. Voilà, c'est ça. Voilà, donc ça a très très bien marché. J'en suis à 1000 exemplaires vendus main à la main, entre guillemets. Donc ça cartonne bien. Je suis très content. J'en vends toutes les semaines encore. Voilà, il suffit de commander via mon. Soit de m'appeler si vous êtes à Paris et voilà, vous passez et on se fait ça main à la main, ou soit via mon site. Oui, j'allais te poser la question. Donc sur ericbouvet.com. Oui, il y a un onglet book, je crois, ou bien il y a deux manières de le trouver. Il y a l'onglet book et l'onglet. Book, ça va aller, ils vont trouver. Et les autres livres aussi dont on a parlé tout à l'heure sont dispo, sauf le tout premier qui est épuisé. Oui, tout à fait. Et si on traîne ses guêtres dans le 13e, on peut passer te faire un petit coucou. Voilà, m'envoyer un petit mot par mail. Et donc, du coup, le prochain, c'est Hexagone, très certainement, qui s'appellera comme ça, un livre sur les Français. Il y en a un autre à venir qui s'appellera Chronique. Voilà. Okay. Qui sera une régalade parce que justement j'ai travaillé assez longtemps avec un magazine qui s'appelle Réponse Photo pendant 10 ans avec Sylvie Hugues et Jean-Christophe Béchet qui m'avaient accueilli et tous les mois j'avais une chronique sur un reportage et j'expliquais. Je me mettais à poil et j'expliquais comment ça se passe durant ce reportage. Donc il y avait des choses très heureuses encore une fois et puis des choses terribles. Et donc, je vais reprendre dans ce livre ces chroniques que je vais évidemment réécrire parce que 10 ans plus tard, voire plus, on n'écrit pas de la même manière, on ne voit pas les choses de la même façon. Mais avec quelques photos, mais surtout l'écrit. Voilà. Donc là, livre d'images, journal d'images.
Et le prochain, ça sera principalement de texte, comme celui sur le jusqu'au bout sur les commandos russes en Tchétchénie. Nickel. Bah écoute Eric, on va couper l'interview maintenant, mais on n'en a pas fini. On va parler dans l'épisode de la semaine prochaine qu'on enregistre dans 2 minutes. On va parler de l'auto-édition, parce que le livre, le journal, tu l'as auto-édité. C'est ça? Oui. Comme donc pareil comme le Jusqu'au bout, le petit livre sur les commandos russes en Tchétchénie. C'est une manière aujourd'hui de pouvoir gagner sa vie. Alors, on va en parler dans l'épisode d'après. Donc je te remercie Eric pour ce partage d'expérience. C'était vraiment très sympa les anecdotes. Et je vais peut-être lancer un petit concours. Je vais vous demander d'essayer de détourner un avion pour moins de $200. Celui qui arrive pour le moins cher possible. Non, attention, faut pas dire des bêtises pareilles. Aujourd'hui, tout est. Non, après, il suffit que quelqu'un le fasse et ça va nous retomber et ça sera de notre faute. Non. Faites des photos, c'est bien plus intéressant. Et nous déclinons toute responsabilité. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine, toujours avec Eric. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser une note. 5 étoiles, ce serait top, ou un commentaire pour améliorer notre référencement. Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee, la plateforme pour laisser des pourboires aux créateurs de contenu.